parole de courage, pied droit, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Pied droit, c'est notre seul bagage. Pied droit, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier notre passé. Bienvenue dans ce numéro 13 de Haut Forum. C'est un chiffre qui va nous porter bonheur avec, pour ce Haut Forum, la complicité, comme chaque numéro, de Bernard Colle à mes côtés. Bonjour Bernard, Martial. Merci d'être présent avec nous et d'avoir invité à nouveau Louis de Condé. Bonjour Louis de Condé. Bonjour Martial. Merci d'être là. On connaît bien sûr votre action lors de la fin de la guerre d'Algérie, ainsi que vos talents de poète. Vous êtes venu aussi sur TV Liberté comme poète. Nous reviendrons sur tout cela au fur et à mesure de cet entretien, mais vous êtes aussi, et il faut le rappeler, membre du conseil d'administration de l'association des Amis du général Raoul Salan, que nous présenterons au cours de cette émission de Haut Forum. Bernard, alors, on va avoir nos rubriques habituelles, mais vous avez voulu et souhaité aborder un thème précis pour ce 13e numéro de Haut Forum. Il s'agit du 60e anniversaire de la révolte des généraux Chasles, Salan, Jouhaud et Zeller. Nous sommes en avril 1961 et c'est ce qu'on va appeler le putsch d'Alger. 60 ans après ces événements qui ont marqué le début de la guerre civile, finalement franco-française, entre le chef d'État d'alors de Gaulle et les partisans de l'Algérie française, on va essayer de répondre aux questions que soulève cette tentative de 4 illustres généraux, je l'ai dit, pour maintenir l'Algérie française. Et aussi sur ses conséquences, Bernard et Louis de Condé, parce que, vous le savez, l'actualité rattrape l'histoire, puisque le 21 avril dernier, 20 généraux ont adressé une lettre au chef d'État, chef de l'État, sur le risque d'une nouvelle guerre civile, sur le délitement de la France. Et le chef de l'État, les membres de La République En Marche, ont évoqué quasiment, non pas une pétition, mais un putsch. Un putsch comme en 1961. Y a-t-il un lien entre la situation de 61 et celle d'aujourd'hui, messieurs? Alors, il est vrai que la révolte des généraux de 1961 marque une véritable rupture dans l'histoire de la guerre d'Algérie qui va devenir une guerre civile franco-française. Il faut voir que les conséquences, on y reviendra au long de cet entretien, sont toujours là, puisque on a eu le fameux rapport de Benjamin Stora avec tous ces problèmes mémoriels de la colonisation, et on a aujourd'hui ce délitement de la France, comme vous venez de le souligner, qui a donné lieu à une lettre ouverte d'une vingtaine de généraux au chef de l'État. Louis de Condé. Oui, alors d'abord je dirais que le général Chasles, dans son ouvrage Notre révolte, il précise bien que le mot putsch n'est pas approprié. Lui, il appelle ça une révolte militaire. Tandis qu'un putsch, c'est une insurrection violente destinée à prendre le pouvoir. Et c'était absolument pas le cas. C'est une révolte militaire. Voilà, c'est pas le cas en 61, c'est encore moins le cas. Et c'est encore moins le cas aujourd'hui. maintenant, où simplement ces généraux-là, j'ai lu leurs lettres évidemment, j'ai lu les commentaires autour de cette lettre, ils sonnent le tocsin. Ils alertent le pouvoir en disant maintenant nous sommes peut-être déjà dans la guerre civile. En tout cas, la guerre civile, elle est là à nos portes et l'armée un jour ou l'autre devra intervenir. Alors, on peut peut-être rappeler d'ailleurs la citation de Georges Bidault. Georges Bidault qui a dit à l'époque « Vous n'avez pas voulu l'Algérie française, vous aurez la France algérienne ». Voilà, on est dans ce contexte. Il a dit ça, c'est une adresse aux Français qui venaient de voter oui à l'un des référendums. Alors, ces événements de 61, 2021, ça remonte à 60 ans pour une grande partie des Français. Ils ne l'ont pas vécu, ou à peine. Est-ce que vous pouvez restituer la révolte d'avril 61 dans le cadre de la guerre d'Algérie, rappelons-le, qui débute, elle, en novembre 54, 1er novembre 54, dans nos départements algériens, par une trentaine d'attentats et d'assassinats commis par une organisation terroriste, sécessionniste, le FLN, le Front de Libération Nationale. Après 7 années de guerre, on est donc bien, je le rappelle, en avril 61. Quelle est la situation militaire en Algérie
et aussi la situation politique en France. Le contexte, avril 61. Messieurs. Alors, peut-être faut-il rappeler rapidement quand même que la guerre d'Algérie, c'est la suite de Yalta, c'est-à-dire qu'en 1945, les États-Unis et l'URSS se partagent le monde. Alors tout le monde se souvient de la guerre, enfin tout le monde se souvient, les gens de l'époque, qu'à l'époque on est en pleine guerre froide, que la France a perdu l'Indochine, que la France a perdu la Tunisie, la France a perdu le Maroc, et en 1961, on est déjà à la 7e année de guerre. 7e année de guerre. Une guerre un peu particulière parce que contrairement aux autres colonies, l'Algérie, elle est constituée de départements français depuis 1848 et sa population est très variée. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les chiffres clés? Qu'est-ce que l'Algérie française en 1961? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ces 3 départements sont devenus 15 départements, très exactement. Et donc, tous les habitants de l'Algérie se croient absolument à l'abri. Nous ne sommes pas des colonies, nous sommes des Français à part entière. Nous vivons dans des départements, donc la République est une et indivisible. Donc, il n'y aura jamais d'Algérie indépendante. Voilà ce que pensait toute la communauté de ceux qu'on a appelés les Pieds Noirs. 1 200 000 habitants de l'Algérie. Il faut rappeler qu'en 1958, De Gaulle a quand même proclamé sur le Forum 10 millions de Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc l'Algérie est en fait, comme vient de le rappeler Louis de Condé, ce sont des départements français, et il faut voir qu'en Algérie, il y a 600 000 anciens combattants, dont 400 000 anciens combattants français musulmans. Entre la guerre de 1870, 14, 18, 39, 45, les Français d'Algérie ont largement contribué à verser leur sang pour libérer la mère patrie. Donc en fait, les rebelles en 1961, pour revenir à la situation du putsch, sont totalement minoritaires. On n'est pas devant une situation pacifiée en 61. Alors si, on est justement dans une Algérie quasiment pacifiée, car il ne reste plus que 8000 rebelles traqués dans les djebels. Et on verra tout à l'heure dans le plan de Chal, c'était justement d'en terminer avec cette guerre avec le FLN. Minoritaire, mais avec de puissants soutiens. Voilà, avec de puissants soutiens extérieurs, on y reviendra aussi. Mais ce chiffre de 8000, je le juge important, parce que ça fait 20 ans que je dis c'est beaucoup moins qu'il n'y a de gangsters, de délinquants et de criminels dans les rues de Paris actuellement. Nous avons vu dans un précédent forum, je crois que c'était le 11e, comment, selon les documents publiés par l'historien américain Wall, les Américains qui cherchaient dès 1956 un homme politique français capable de suivre leur politique d'indépendance de l'Algérie, ont su finalement profiter de l'instabilité de la 4e République pour, à la faveur d'événements qu'ils ont favorisés quelquefois, soutenir le retour au pouvoir de De Gaulle en 1956 dans le monde politique et pour beaucoup de Français. De Gaulle semble un homme non pas fini, mais disons en déclin, en 1956. Alors, a-t-il su alors trouver les circonstances, et où a-t-il trouvé la circonstance lui permettant de revenir au pouvoir? Il y a l'affaire de Suez. Alors l'affaire de Suez, c'est très important de lire un des chapitres de l'ouvrage du général Chal, Notre révolte, parce qu'il a été l'un des patrons de ce qu'on a appelé l'affaire de Suez. Il était à l'époque major général de l'armée, c'est-à-dire il était le numéro 2 à côté du général Elie. Et ça a été un échec parce que les Britanniques ont été hésitants et puis ils ont écouté les Américains et ça a été un échec. Et le général Chal l'a dit dans ce chapitre-là, ce jour-là, ça a été le suicide de l'Occident. C'était le suicide de l'Occident. Cet échec. Pourquoi d'abord les deux armées britanniques et françaises sont intervenues, avec également l'armée israélienne, parce que Nasser venait de nationaliser le canal de Suez, qui était une institution internationale, et donc c'était un coup d'État, en quelque sorte, c'était un coup de force extrêmement important. Et ce sont les Américains qui ont demandé aux Anglais. Et ce sont les Américains et les Soviétiques, évidemment, souhaitaient aussi la défaite de cette coalition. Avaient remporté la victoire. Donc Suez, en 1956. Et puis il y a l'affaire de Saquet Sidi Youssef. Alors ça, il faut me l'expliquer, parce que alors moi-même, ça, au début 1958,
l'armée française bombarde un village en Tunisie en représailles d'attaque. Et en fait, on sait maintenant que ça a été une provocation volontaire demandée par les États-Unis à la Tunisie pour créer un climat qui va conduire au 13 mai 58. Ben, c'est ça, c'est donc ce qui provoque les événements du 13 mai 58 à Alger, la prise de pouvoir civil et militaire par le général Salan. Mais alors pour que tout le monde suive, de ceux qui ne connaissent pas ces événements-là, Salan est alors commandant en chef, mais c'est ce qui va le pousser à faire appel à De Gaulle pour sauver l'Algérie française. Là encore, ça nécessite des explications. Ben, c'est-à-dire le 13 mai, c'est la gaillarde avec les étudiants, ils prennent d'assaut le gouvernement général. Dans la foulée, c'est créé un comité de salut public avec Mathieu, le général Mathieu, qui était le plus populaire des généraux à l'époque, parce qu'il venait de gagner la bataille d'Alger en 1957, avec donc Mathieu à la tête de ce comité de salut public. Alors le général Salan lui-même a été un peu hésitant pendant quelques heures, et puis l'ordre est revenu, mais le 15 mai, Delbecq, mandaté par les gaullistes, en particulier Chaban-Delmas, souffle à l'oreille du général Salan, et maintenant, dites « Vive de Gaulle ». Et Salan a fait la plus grande erreur de sa vie, il a crié « Vive de Gaulle ». Alors il faut dire que pendant toute l'année 57 et début 58, il y a eu une intense campagne de propagande en France pour placer de Gaulle comme le sauveur de l'Algérie française. Donc il est naturel que Salan ait été tenté de dire ce vive de Gaulle qui a conduit effectivement à l'arrivée au pouvoir de Gaulle en ce mois de juin 58. Alors en 58, de titre qui doute, mais moi je vois qu'en 59, De Gaulle se rend à nouveau en Algérie, on est en fin août 59, et là il déclare aux officiers qu'il rencontre sa volonté d'en finir avec la rébellion. Lors de cette tournée des popotes, c'est ainsi qu'on va l'appeler, face à leurs questions, il confirme à nouveau son engagement de garder l'Algérie française. Donc à quel moment il change radicalement, finalement, de politique à l'égard de l'Algérie française, cette radicalité, d'ailleurs, ce changement, va surprendre à la fois les Français, mais y compris aussi, on le sait aujourd'hui, les membres de son gouvernement qui n'avaient pas été prévenus. Mais quel est le moment, le clic, si j'ose dire, le cliquet de changement, et pourquoi ce changement radical ? Le vrai changement, c'est sa déclaration du 16 septembre 1959, où pour la première fois, il prononce les mots « autodétermination ». Et là, les gens en France qui étaient lucides ont compris que c'était vraiment le début, une étape extrêmement importante vers l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire la trahison de l'actuel président de la République, le général de Gaulle. Autodétermination, mais Bernard, il faut me préciser, pourquoi ce changement radical ? Pourquoi on en arrive là ? En fait, De Gaulle a entretenu le doute jusqu'au 16 septembre 59. Il ne faut pas oublier qu'il a écrit au général Salan toute une série de lettres le confortant dans la position Algérie française de Gaulle, et qu'il avait déclaré le 28 octobre 58 lors d'une conférence de presse quelle hécatombe connaîtrait l'Algérie si nous étions assez stupides et assez lâches pour l'abandonner. Alors, le pourquoi... Voilà, ça c'est essentiel. Le pourquoi du basculement de Gaulle, on l'a évoqué lors du forum numéro 11, on ne va pas y revenir. En deux mots ? C'est qu'en fait, en deux mots, on peut revenir, mais c'est que De Gaulle, en fait, est devenu un agent américain, car il est revenu au pouvoir avec l'accord des Américains. Et ça, on l'a développé grâce à la thèse d'Irwin Wall. Les Américains ont trouvé en De Gaulle l'homme qui va décoloniser et abandonner nos départements algériens. Ça, c'est votre thèse. Alors, en Algérie, la réaction de la population, elle est forcément brutale. Ce sont les semaines des barricades, déclenchées en janvier 60 par le député Pierre Lagaillarde et Joseph Ortiz. C'est vraiment, cette année 60, c'est une année de basculement aussi. Mais c'est-à-dire, il y a d'abord eu un traquenard, parce qu'il faut bien dire que le président de la République de l'époque, De Gaulle, a été absolument diabolique dans cette politique. Il y a un traquenard, on a envoyé un journaliste allemand interviewer Mathieu, et Mathieu a dit exactement ce qu'il pensait. Du coup, voilà, Mathieu, l'homme le plus populaire de l'armée en Algérie, est renvoyé en Allemagne. Et donc, on sait comme ça que si un jour il y a une révolte, il ne pourra pas en faire partie. Il critique en fait la politique algérienne de Gaulle, c'est cela. Et bien évidemment, il est muté en Allemagne, ce qui provoque bien sûr la colère des Algérois, évidemment.
hein. D'autres moments, d'autres dates aussi, Bernard, Eh bien, pour bien comprendre toujours ce cheminement à grands pas. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, De Gaulle lâche au fur et à mesure de ses conférences de presse des petites phrases. Le 5 septembre 1960, il va dire, il se prononce clairement pour l'Algérie algérienne, et surtout, il va aller en Algérie fin décembre 1960, et là, il va mettre le feu aux poudres, car c'est pour la première fois, il va y avoir, pendant 4 jours, des affrontements entre les partisans de l'Algérie française, le FLN, et tout ça alimenté un peu par les petites phrases de Gaulle tout au long de son séjour en Algérie. Et c'est à ce moment-là, dans cette période-là, où il dit l'Algérie sera algérienne? Voilà, il a effectivement déjà annoncé que l'Algérie sera algérienne, et il va le répéter le 11 avril 1961, et c'est ce qui va permettre, c'est là, quand Chasles va entendre De Gaulle dire qu'il est pour l'Algérie algérienne, c'est là où le 12 avril 1961, il donne son feu vert pour participer, pour prendre la tête du putsch. Nous sommes à la veille de la révolte des généraux, mais avant de revoir le déroulement de ce putsch, entre guillemets, puisque j'ai bien compris que vous réfutez ce terme. Oui, c'est un mot qu'il ne faut pas prendre, que voilà, nous donc ne j'ai devons bien pas compris prononcer. que vous réfutez. On va essayer de voir qui sont les 4 généraux, Chasles, Salan, Jouhaud et Zeller. On ira dans la tête de ces 4 généraux ensuite. Mais là, ce que je souhaiterais, c'est votre point de vue. Est-ce que déjà, l'un ou l'autre, vous avez connu ou l'occasion de rencontrer l'un de ces 4 généraux? Oui, moi je peux dire que c'était après ma sortie de prison, j'ai rencontré une fois le général Salan, oui c'est vrai. Après votre sortie et de puis prison, bien en raison de votre engagement pour l'Algérie française. C'est ça, bien sûr. Oui, j'étais un politique. C'était politique, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, et puis j'ai mieux connu encore le général Jouhaud, parce que le général Jouhaud était pressenti. Beaucoup de Français d'Algérie ont voulu qu'il soit à la tête de toutes les associations de Français d'Algérie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai très bien connu le général Jouhaud. Louis de Condé, est-ce que ce sont des factieux? Absolument pas. Ce sont tous des républicains. Et même le général Salan, on croyait qu'il était l'homme de centre-gauche. Ce ne sont pas des monarchistes qui veulent abattre la République? Non, ce sont des patriotes républicains. Voilà. Ce sont tous des démocrates, en fait. D'ailleurs, Chasles le répétait souvent, je suis un démocrate. Il l'a répété souvent. Et ce sont des hommes jeunes. Chasles a 57 ans, Jouhaud a 57 ans, bon, Salan 62, Zeller aussi, je crois, il avait 63 ans. Ce sont des hommes qui ont fait leur carrière sur leur mérite. Ils sont tous généraux 5 étoiles et ils ont tous un parcours militaire exceptionnel. Vous avez connu le général Jouhaud aussi. Qu'est-ce que vous retenez comme impression de l'homme qui m'intéresse? Oui, je l'ai rencontré très souvent, non pas en Algérie, mais en France, quand il était président du Front National des Rapatriés, voilà. Car je le raccompagnais chez lui, il n'avait pas de voiture, et j'ai souvent eu des entretiens avec lui. C'était un homme très accessible, très humain, très proche de tous les pieds noirs. C'était presque le père de famille de la communauté rapatriée. Avec des belles gueules. Alors, on qualifie la révolte d'avril 61 de putsch. J'ai bien compris qu'on l'a qualifiée comme telle, des 4 généraux. Sont-ils seuls ou ont-ils le soutien d'autres généraux et officiers comme des hommes politiques ou des personnalités civiles? Parce qu'on a retenu ces 4 noms, mais est-ce qu'ils sont seuls? Bien entendu. Il y a le général Gardy en particulier, qui avait été inspecteur général de la Légion étrangère, qui d'ailleurs était l'un des plus actifs à Oran. Alors, nous sommes en train de faire la liste de tous les officiers généraux, colonels, commandants, capitaines, lieutenants, etc., qui ont soutenu le putsch. Ce sont déjà plus de 400 noms que nous avons identifiés. Et d'ailleurs, la répression qui a suivi le putsch identifie à peu près à 1 millier le nombre de civils et militaires qui étaient directement impliqués dans le putsch. Oui. Là, j'ai devant moi un DVD précieux sur une idée de Bernard Zeller, d'ailleurs, dans la tête des 4 généraux. Et en fait, la question qui se pose à travers ce DVD, où on apporte cette réponse, mais je voudrais vos points de vue, vos réponses à vous. Comment ces généraux, vous avez dit Bernard, jeunes à l'époque, tout au moins plus jeunes que le général de Gaulle, qui a 71 ans. Voilà. On peut se dire quand même que voilà, ils sont généraux, ils vont pouvoir jouir d'une retraite non seulement méritée, mais aussi, il faut bien le dire, confortable. Pourquoi ils décident de franchir le Rubicon avec de nombreux officiers, donc j'ai bien compris, et civils?
comment ils décident à un moment donné de remettre en jeu leur destin et leur vie? Parce que d'abord, le général Salan a été commandant en chef en Algérie. Il avait gagné la bataille des frontières. Ensuite, De Gaulle l'a écarté. Il a été remplacé par le général Charles. Et le général Charles, grâce au plan Charles, avait gagné la bataille de l'intérieur. Et donc, les félagas en Algérie étaient, on l'a dit, étaient à peine 8000. Et ils étaient sur le point de se rendre. Il y a eu l'affaire Sissala, qui était une autre trahison abominable, dont il faudrait une émission entière pour traiter de l'affaire Sissala. Ça a été absolument abominable. Donc, ils ont compris que l'indépendance de l'Algérie était voulue par De Gaulle. Ils ont compris que De Gaulle trahissait et l'armée et la population d'Algérie. Ils ont dit, nous ne pouvons pas tolérer ça. Louis de Condé, est-ce que vous pouvez penser, comme l'a dit d'ailleurs, ou laisser dire le général de Gaulle, qu'il avait face à lui des généraux ambitieux, avides de pouvoir? Non. C'est peut-être cela en aussi, revanche, prendre le pouvoir. Ils n'étaient pas ambitieux. S'ils avaient de l'ambition, c'était garder les départements français d'Algérie, les garder à la France. Voilà, c'était leur ambition. Et en plus de ça, d'être fidèles à la parole qu'ils avaient donnée aux populations. En fait, ils se sont largement exprimés lors des procès, notamment lors du procès du général Charles, du général Zeller, de Salan. Leur motivation, il y avait des motivations communes, c'est-à-dire effectivement le respect de la parole donnée, maintenir l'intégrité du territoire national, garder l'unité de l'armée, et surtout la lutte contre le communisme. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, nous sommes en pleine guerre froide. Il y a eu la baie des Cochons une semaine avant le putsch. Hein. Donc Charles est un homme d'honneur, c'est un homme de devoir, c'est un vrai militaire. Il est convaincu que s'il prend la tête de ce mouvement, il fera basculer toute l'armée derrière lui, et il est conforté par les officiers qui l'entourent en lui disant « Mon général, si vous y allez, tout basculera ». Donc Salan, lui, a connu l'Indochine. Il ne veut pas voir se répéter le drame de l'abandon des populations vietnamiennes avec les Harkis. Oui. Jouot, c'est un pied noir, donc il est complètement dans le moule de la population. Général de l'armée de l'air. Hein. Général de l'armée de l'air. Et Zeller, c'est un très grand patriote qui croit fermement dans la vertu de l'intégration totale de la population algérienne. Ah oui, je voudrais dire que de ces 4 généraux, 2 d'entre eux avaient participé aux dernières années, 1917 et 1918, de la Première Guerre mondiale. Et ce sont tous des résistants. Et ensuite, ils ont été tous les 4 des résistants pendant la période 40-45. J'ai ma transition, parce qu'il faut qu'on nous parlions des préparatifs de ce soulèvement militaire, de ce putsch, entre guillemets. Comment ces 4 généraux, donc, alors j'ai bien compris, brillants soldats, habitués aux contraintes de la résistance et de la guerre, comment ils ont préparé leur révolte? Est-ce qu'elle a mûri de longue date, ou leur décision a-t-elle été prise sous la contrainte d'une situation politique que De Gaulle accélère volontairement, dès le début 60, annonçant qu'il faut en finir au plus vite possible avec le boulet algérien? Comment et pourquoi prennent-ils la décision de franchir, comme je l'ai dit à l'instant, le Rubicon? Plus le temps passait, et plus le président De Gaulle annonçait, donnait des nouvelles informations, donnait lors de ses conférences de presse de nouvelles indications, ils ont compris que dans l'esprit du grand Charles, l'Algérie serait indépendante. Ils ne pouvaient pas le tolérer. Ils ont été pris par le temps. On a vu que la décision du général Charles date du 12 avril 61. Et le putsch a lieu le 21. Donc en fait, ils sont dispersés. Salan est en Espagne, Jouot est en Algérie, Zeller et Charles sont à Paris. Donc en fait, ils ont des problèmes quand même de communication. Ils sont surveillés. Les iPhones. Ils sont surveillés par les RG. Oui. Les renseignements généraux, c'est-à-dire la police. Les renseignements généraux. Donc en fait, ils travaillent dans un cadre très difficile, et c'est pour ça que Charles décide d'y aller tout de suite, car il sait que le temps jouera contre eux, et donc il déclenche le putsch sans avoir rien, d'ailleurs, il n'a pas du tout participé à sa préparation.
Donc ils sont surveillés. D'ailleurs, d'autres officiers sont surveillés. Hein. C'est le cas des officiers qui sont aussi des conjurés qui poussent à l'action, comme Argout, Codard, Sergent. Et surtout le général Faure. Et puis le général Faure. Hein. Quel plan le général Schall et les autres conjurés envisagent-ils pour mener De Gaulle à changer de politique et revenir à son engagement de 58, c'est-à-dire de garder l'Algérie française? Qu'est-ce qu'il souhaite faire? C'est-à-dire changer les généraux qui étaient gaullistes, les remplacer par des généraux fidèles à l'Algérie française, et puis, disons, en quelques jours ou quelques semaines, peut-être 3 mois au maximum, disons, détruire totalement ce qui restait de la rébellion sur les territoires algériens. Enfin, ils savaient bien qu'il y aurait une effusion de sang. Non, ils ne l'ont pas voulu. Aucun des 4 ne l'a voulu. Il pensait que l'armée française n'accepterait pas de capituler après sa victoire en Algérie. Donc en fait, il voulait amener sur un plateau d'argent au gouvernement français, quel qu'il soit, la réalité de l'Algérie française, car la grande leçon du putsch, c'est de montrer que le FLN n'existe plus. Voilà. Quand le putsch se déclenche, il n'y a aucune réaction du FLN. Et pendant les 4 jours du putsch, les putschistes feront ce qu'ils veulent dans toute l'Algérie. Ils circuleront, ils enverront leurs régiments à droite, à gauche. Le FLN n'existe pas pendant toute la durée du putsch. Donc en fait, c'est une guerre ou un conflit, plus exactement, un conflit franco-français et entre 2 fractions de l'armée, ceux qui se disent loyalistes, moi je les appellerais plutôt des légalistes, qui veulent rester dans la discipline, alors que pourtant ils sont à peu près tous partisans de l'Algérie française, et puis ceux qui disent non, on ne peut pas tolérer ça, et nous devons prendre le pouvoir à Alger, et puis à Constantine et à Oran. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine naïveté dans cette vision-là? Pas d'effusion de sang, par exemple, pas de relais politique. On ne va pas demander à Bidault ou à Soustelle de se substituer à De Gaulle. Ils en avaient à Paris quand même, des relais politiques. Mais il faut reconnaître que c'est une opération purement militaire, car Schall est persuadé que l'armée n'acceptera pas la défaite, elle n'acceptera pas de brader sa victoire en Algérie. Non, je vous pose la question crûment, est-ce qu'il y a dans ce programme soulèvement militaire la volonté, à Paris, d'évacuer De Gaulle, d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on pense, dans ce plan-là, qu'il va falloir substituer au général de Gaulle un homme politique vraiment patriote? Est-ce qu'on a cette dimension-là? Ce qu'il a dit dans son ouvrage « Notre révolte », c'est que si effectivement la rébellion avait été totalement détruite en peu de temps, grâce, disons, à l'armée que lui, Charles, commandait, ça signifiait ensuite obliger de Gaulle à se soumettre ou à se démettre. Le déroulement du putsch. On avance toujours, on trace cette route rapidement, malheureusement. De nombreux ouvrages ont d'ailleurs relaté en détail le déroulement du putsch. Cette première journée, elle va se dérouler absolument comme prévu. Tout à fait, même Schall est surpris de la facilité avec laquelle Alger tombe en quelques heures, entre 2 heures du matin et 5 heures du matin. Les 4 généraux sont maîtres d'Alger et de tous les points stratégiques de la ville. Et là, Schall commence à téléphoner à tous les généraux de corps d'armée. Dès 5 heures du matin. Voilà, dès 4 heures du matin, pour essayer de les rallier, car dans l'esprit de Schall, sa conviction est que les généraux vont basculer de son côté pour sauver l'honneur de l'armée. Louis de Condé, vous avez à ce moment-là, très précisément 22 ans, vous êtes alors civil en Alger, en contact d'ailleurs avec la jeunesse pied-noire. Quelle est l'ambiance de la ville la veille et le jour de ce putsch? Comment vous apprenez déjà qu'il y a le putsch? Écoutez, d'abord, effectivement, je suis à Alger depuis le 15 avril. J'aurais pu rentrer en métropole tout de suite, mais je voulais connaître la ville d'Alger, qui est une des plus belles villes de France, bien entendu. Or, j'avais une amie que j'avais connue à la fac de droit à Paris, quand j'avais 17 ans, elle devait en avoir 20 ou un peu plus, et je savais qu'elle terminait ses études de droit à Alger, et donc je l'ai connue, je l'ai revue, et puis elle terminait ses études de droit avec des étudiants qui avaient le même âge qu'elle, 24, 25, 26 ans peut-être.
Entre le 15 avril et le 22 avril, donc, eh bien, ils m'ont fait visiter tous les lieux historiques d'Alger. Bon, moi, j'ai toujours eu la vocation d'un voyageur et d'un touriste. J'étais un touriste, là, à ce moment-là. Alors, il faut savoir pourquoi le 15 avril, j'ai été dégagé des obligations militaires. Parce que je me suis engagé dans la brigade des paracoloniaux en résiliant mon sursis le 16 janvier 1959. Et au bout de 6 semaines, dans cette compagnie engagée, je suis passé chez les appelés, au PPER, peloton préparatoire et OR. Et donc, j'ai préparé l'examen et j'ai été reçu à Cherchel et je suis devenu un élève officier de réserve. Bon, et après, à la sortie de Cherchel, j'ai choisi la Légion. Mais donc, j'ai fait, comme ma classe de l'époque, j'ai fait exactement 27 mois d'armée. Et donc, le 15 avril, je revenais de Kabylie et je me trouve à Alger. Alors, à ce moment-là, je suis, disons, avec ces étudiants, pieds noirs, algérois. Et puis, le 22 avril au matin, il faisait beau. Nous sommes sur le port, dans un café. Nous prenons des croissants, nous buvons une tasse de thé ou une tasse de café. Et puis, nous voyons passer une Jeep à vive allure, devant nous exactement, avec des soldats qui hurlaient, je présume qu'ils hurlaient Algérie française, en agitant un immense drapeau, un immense drapeau, un immense drapeau. Nous étions complètement éberlués, nous étions absolument stupéfaits. Alors, à peine nous terminons notre petit déjeuner, nous allons vers le centre de la ville, et là, au premier carrefour, je vois un petit détachement de Légion, et un capitaine, je me présente, non, j'étais en civil, hein, donc je n'ai pas salué, mais je me présente, Louis de Condé, ancien sous-lieutenant du 1er étranger et du 5e REI, 5e régiment étranger d'infanterie. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de moi. Il me répond non, nos effectifs sont complets. Alors, il me répond le plus courtoisement du monde. Et puis alors nous continuons à circuler dans Alger et nous étions en proie à une grande joie. À une grande joie. Et comme l'a dit Bernard encore l'autre jour, ce qui était incroyable, c'est que il y avait que des pieds noirs autour de nous, c'est-à-dire les Français, que qu'on appelait Français de souche nord-africaine, ou comme dit Bernard quelquefois, les Arabo-berbères, on ne les a pas vus dans Alger. Bernard, ils ne sont pas descendus de la Casbah. Bernard, vous êtes à Alger au même moment, peut-être pas très loin l'un de l'autre finalement déjà. Alors vous avez 14 ans seulement, qu'est-ce que vous vous souvenez de cela? Oui, alors c'était un samedi matin, donc moi j'allais au lycée Bugeaud comme d'habitude. Alors le lycée Bugeaud, il faut le situer, c'est juste en face de la caserne Pélissier. C'est là où Sergent avait pris son quartier. Et il y avait les paras de Saint-Marc qui occupaient la place. Donc on a été tous surpris. Et en fait, on a appris la révolte à la radio le matin à 7h30 par les premiers messages, par le fait qu'il y avait une musique militaire en permanence, qu'il y avait des messages patriotiques. Et en fait, les Algérois ont été très surpris, ils n'étaient au courant de rien. On a été surpris par l'événement. Alors vous dites qu'il y avait beaucoup de soldats dans la rue. Il y a 360 000 militaires d'actifs et appelés en Algérie à ce moment-là. Combien d'unités sont ralliées aux généraux? Peut-être sur 360 000? Alors, en fait, ce sont une quinzaine de régiments. Il y a 20 000. C'est-à-dire à peu près 20 000 hommes. 20 000 sur 360 000. Mais qui étaient les régiments les plus dynamiques, on va dire, et les meilleurs régiments de l'armée française. Et c'était ceux qu'on appelait les régiments de réserve générale. Voilà. Et en fait, on est frappé par la différence, effectivement, de chiffres. À peu près 20 000 hommes qui permettent aux généraux de prendre Alger, une partie de l'Oranie et une partie du Constantinois. Mais il faut voir que l'Algérie était quadrillée par quelques milliers de postes dans lesquels, la plupart du temps, les appelés n'avaient pas une mission très guerrière. Ils avaient une mission de surveillance, etc. Les unités de choc, ce sont celles-là qui ont basculé, les commandos de l'air,
les régiments parachutistes. Oui, alors les commandos de l'air et les commandos de réserve générale du commandant Robin ont été associés à la prise d'Alger par le premier REP. Voilà, tout à fait. Ça fait quand même que 10% de l'armée. Mais peu importe. En fait, c'était surtout la 10e division parachutiste et la 25e division parachutiste. En fait, Chasles comptait que ça allait entraîner tout le reste. C'est pas le cas. Et on va le voir quand? Est-ce qu'on va le voir dès le samedi? Est-ce qu'on va le voir le samedi, le dimanche, avant la prise de parole du président de la République? Non, on ne le verra pas immédiatement. Le samedi, c'est une journée d'euphorie. Oui. Je pense que tout Alger pavoise à la demande du colonel Godard. Toutes les maisons se recouvrent de drapeaux tricolores. C'est plutôt... La journée de dimanche aussi se passe dans le même esprit de liesse. C'est à partir du discours de De Gaulle de 20h que les choses vont basculer le dimanche soir. Oui. Alors à 20h, il y a effectivement De Gaulle parle sur un ton extrêmement dramatique. Il faut savoir que De Gaulle est un formidable comédien. Ça, c'est certain. Il a su manier la radio d'abord et la télévision après de façon absolument remarquable. À 20h30, il prononce ce discours. À 20h30, c'est le général Ollier, qui était le chef d'état-major des armées, qui fait un discours à peu près identique, qui est très médiocre d'ailleurs. Hein. Et puis, alors, à 23h45, c'est Debré, qui lui, alors, là, est complètement grotesque. Mais enfin, il alerte la population. Alors, venez à pied, on dit à cheval aussi, venez à pied, à cheval et en voiture. Voilà. Pourquoi cette situation va leur échapper en 48 heures? Alors, Chasles, par sa campagne téléphonique, s'aperçoit qu'il a des défections et que notamment deux généraux qui lui avaient dit qu'ils s'engageraient, le général Brottier et Depuy. Non. Le colonel Brottier. Le colonel Brottier commandait le premier étranger à Sidi Bel Abbès. Alors le premier étranger, c'est énorme. Hein. C'est la plus grosse unité de Légion. Parce qu'il y a aussi les centres d'instruction de Mascara et de Saïda. Bon, c'est au moins 5000 hommes. Alors, le colonel Brottier, qui a été un très très brillant soldat en Indochine, qui était une des grandes figures de Légion, il avait donné effectivement son accord. Et Depuy aussi. Et puis il n'a pas accepté. Si le colonel Brottier avait fait marcher le premier étranger, tous les autres régiments de Légion marchaient aussi, et ça pouvait vraiment changer le sort de ce conflit, de cette insurrection. Et dans le Constantinois, le général Gouraud, qui s'était engagé, s'est retiré, puis s'est rengagé. Voilà. Bref, il y a eu un effet qu'on appelle l'effet édredon, que Chasles appelle l'effet édredon, où un certain nombre d'officiers supérieurs ont préféré voir comment allait évoluer la situation. On dit à Chasles, nous on marche pour poursuivre la guerre contre le FLN, mais sur le reste, nous restons légalistes. Le mercredi 26, la révolte est terminée, l'affaire est pliée finalement. Est-ce qu'il y avait au moins une chance de réussir? On n'avait pas fait appel aux pieds noirs, on n'a pas fait appel... Il y a beaucoup d'erreurs, on n'a pas tenu les transmissions entre la France et l'Algérie. Rétrospectivement, on se dit que d'erreurs, disons la vérité, c'est très difficile, 60 ans après, d'essayer de trouver les causes de l'échec. Moi, je veux dire, pour commencer, que j'ai lu 2 fois l'ouvrage du général Chasles, Notre révolte. C'est un livre admirable. C'est un livre admirable, vraiment. De toute façon, comme les mémoires du général Salan. Ce sont des livres qu'il faut absolument lire pour savoir. Alors, il est vrai que Chasles et Zeller n'ont pas eu la même politique que les généraux Jouhaud et Salan. Mais j'ai de l'affection pour eux tous les 4, quelle que soit la décision qu'ils ont prise. Chasles s'est rendu le 26, Zeller quelques jours après. Salan et Jouhaud ont continué en disant avec le reste. Mais j'ai exactement la même admiration pour tous les 4. Alors, il faut dire que Chasles a été un des patrons de l'OTAN et qu'il était en relation régulière avec les Américains au plus haut niveau. Là, quand il a appris que Kennedy apportait son soutien la veille du discours du dimanche de Gaulle, ça a été probablement pour lui... une des raisons qui l'a conduit à dire il faut arrêter, car si les Américains, et notamment la 6e flotte de Méditerranée, faisaient le blocus de l'Algérie, il était impossible d'approvisionner l'Algérie dans le nécessaire nourriture, etc., par des pays comme l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Portugal, qui avaient prévu
Et Israël aussi. Et Israël, etc. Il comptait sur le soutien des États-Unis dans la lutte anticommuniste. Et là, il apprend que les États-Unis... Il y a un rôle de la CIA et du gouvernement américain, c'est clair? Eh bien, c'est une des grandes interrogations aujourd'hui. Il est impossible que Chal n'ait pas posé la question à ses contacts américains, notamment de la CIA, pour dire si l'Algérie bascule, qu'est-ce que vous ferez? Et la réponse des États-Unis aujourd'hui, d'après ce que l'on sait, c'est que les États-Unis ont dit si vous tenez 48 heures, on basculera de votre côté. Mais au bout de 48 heures, le message de De Gaulle a fait basculer le... Louis de Condé, en dehors d'une révolte militaire, est-ce qu'il y avait d'autres voies possibles? Nous avons compris, nous avons compris quelques mois après que la solution, c'est quand un dictateur mène le pays à la ruine et qui viole sa propre constitution et qu'il fait de nous tous des sujets. Hein, eh bien, il faut l'éliminer. Moi, ce sera ce que vous appellerez la neutralisation de Gaulle, ce que bien évidemment nous appellerons la volonté d'attentat contre Alors, il faut comprendre aussi quel était mon cas personnel. Moi, j'avais résilié mon sursis à l'âge de 20 ans, alors que je pouvais continuer des études jusqu'à 25 ans. J'ai été frappé personnellement par cette trahison de Gaulle. Alors, je reviens un petit peu sur ces 4 jours que j'ai vécus. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, moi j'étais à la base de Blida, j'étais à Blida à la base de la 10e division parachutiste, et j'ai signé un engagement, et j'ai signé un nouvel engagement de 6 mois. Il faut savoir que quand un officier de réserve, disons, veut rempiler, il lui faut l'autorisation du ministre. Du fait que les ponts étaient coupés entre Alger et Paris, ça a été évidemment accepté. Et puis alors la convocation pour servir de nouveau dans une unité parachutiste ou légion, évidemment, je ne l'ai jamais reçue. En revanche, je termine sur mon cas. Le 25, j'étais sur le forum avec mes amis. Nous avons pleuré tous ensemble quand nous avons compris que c'était fini. Mais le 26, je suis rentré dans l'OS. Ces jeunes camarades-là m'ont conduit vers un civil qui était déjà l'un des créateurs de l'OS et qui s'appelait Merle des Îles. Et après, j'ai su que Merle des Îles, c'est la même famille que le grand poète tragique Merle d'Aubigné, qui avait vécu les guerres de religion. C'est basculement dans la radicalité, on dirait aujourd'hui cela. Ce sont les termes qu'on utilise. En fait, j'étais déjà devenu un rebelle dans l'esprit, parce que lors d'une permission, c'était ma première permission depuis 10 mois, à Paris, j'avais assisté à une réunion du comité de Vincennes. Et là, j'avais vraiment compris que De Gaulle trahissait et voulait l'indépendance. Donc depuis novembre 60, j'étais déjà un rebelle. Les conséquences de l'échec, Bernard? Les conséquences de l'échec, les conséquences immédiates de l'échec, tout le monde les connaît. Ça a été les accords d'Évian. D'abord l'article 16 qui a permis à De Gaulle de réprimer toute opposition Algérie française en métropole et en Algérie. Les accords d'Évian du 19 mars 62. Et le constat qu'en 7 mois de paix, soi-disant de paix obtenue par ces accords, il y a eu plus de morts civiles que pendant 7 années de guerre. Quelle est aujourd'hui la place de cet événement dans l'histoire française? La déclaration du 21 avril dernier, c'est la nôtre, de 20 généraux sur la déchéance de la France, peut-elle être interprétée finalement, et on revient à cette question, comme une révolte destinée, comme en 61, à faire changer le président de la République de politique, notamment de politique migratoire en l'occurrence? Moi, je dirais qu'en 61, la France était encore une grande puissance, grâce au département français d'Algérie, grâce au Sahara et grâce au pétrole et au gaz qui étaient découverts 2 ou 3 années avant. Et donc, souvenez-vous que Guy Mollet avait dit en 1965, le gaz et le pétrole du Sahara vont pouvoir alimenter l'Europe entière. Donc, avec la perte des départements français d'Algérie et du Sahara, la France devenait une moyenne puissance. Et maintenant, disons le mot, même avec la bombe atomique, c'est une petite puissance en proie déjà à la guerre civile. Cette même guerre civile que nous avons connue en Algérie, nous sommes en train de la connaître ici en France. Moi, je dis, depuis des années, les djihadistes, ce sont les héritiers directs des terroristes Felaga.
Bernard, pour clore cette partie-là... Nous sommes effectivement dans un problème d'immigration qui est incontrôlé en France et qui est dû à l'abandon de l'Algérie française. Car à l'époque, en 62, il n'y avait que 300 000 travailleurs algériens célibataires en France et que De Gaulle se proposait de renvoyer en Algérie. Alors que dès que l'Algérie est devenue indépendante, il a laissé massacrer les harkis, mais il a fait rentrer 30 000 travailleurs algériens à partir du mois de septembre 62 en France. Et cette immigration n'a pas cessé. 30 000 par mois. Par mois. 30 000 Algériens par mois. Donc aujourd'hui, on se trouve avec une population de 4, 5, 6, 7 millions de binationaux ou algériens en France que l'on ne sait pas gérer en finale. Beaucoup plus que ça. L'actuel président de la République algérienne, Tebboune, a donné ce chiffre il n'y a pas longtemps. Il y a 6 millions d'Algériens en France. Et alors, ajoutez ceux d'origine tunisienne, d'origine marocaine, d'origine syrienne et tous ceux qui viennent d'Afrique noire, moi je donne un chiffre qui peut être contesté. Personne ne peut connaître le chiffre réel. Moi je dis qu'il y a environ 18 millions de musulmans en France. C'est votre chiffre. Deuxième partie, on va se lancer dans quelque chose de plus poétique. 2 secondes, on va quitter la politique, on va quitter l'histoire pour arriver sur la poésie. Louis de Condé, vous êtes un poète reconnu. Il y a de moins en moins de poètes en France, de gens qui font de la poésie. Et vous étiez venu présenter votre œuvre il y a quelques années ici. Oui. Est-ce que vous avez poursuivi, vous avez enrichi votre œuvre d'autres poèmes, avec d'autres ouvrages ? Disons, de temps en temps, quand je vois qu'autour de moi tout s'effondre, je me réfugie dans la poésie, comme d'autres se réfugient dans la musique, comme d'autres se réfugient avec un pinceau à la main, ou alors en promenant des promenades en forêt. Il faut une évasion, sinon le malheur vous en sert. Parce que, bon, moi, je dois dire que depuis l'abandon de l'Algérie, je ne veux pas être grandiloquent, je vais dire exactement ce que je pense. Il n'y a pas une journée de ma vie où je ne suis pas malheureux parce que je pense au massacre des harkis et de leur famille. Et disons, je pense à ces pieds noirs qui ont dû revenir en France et qui sont morts de chagrin. Voilà. Alors, la poésie a été une évasion pour moi quand j'étais en prison et ça l'est encore. J'entends bien, et c'est une œuvre maintenant, assez complète d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se procurer les ouvrages ? Oui, où ? Vous êtes extrêmement aimable, je n'avais pas prévu que l'entretien allait dévier sur ce sujet. Oui, écoutez, à Paris, on peut les trouver à la librairie française de mon ami Thibault de Chassey. Et dont on mettra l'adresse. 15 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement. Voilà, on peut les trouver là. Et on peut les trouver en m'écrivant directement. C'est bien, c'est de la belle poésie, j'en atteste. Et la poésie, c'est quand même quelque chose qui apaise dans ces temps troublés. Allez, je donne la parole maintenant, si vous voulez bien, à Bernard, parce qu'on doit faire le point sur les relations État-rapatriés depuis notre dernière rencontre. Mais c'était déjà en octobre 2020. Le chef de l'État a reçu le 20 janvier le rapport de l'historien Benjamin Stora qui lui a remis 22 recommandations de réconciliation des mémoires françaises et algériennes sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Les Français rapatriés ont-ils été consultés à cette occasion ? 22 recommandations, vous devez être aux anges. Non, alors les Français d'Afrique du Nord n'ont pas été consultés, ni les anciens combattants d'ailleurs, ni les partisans de l'Algérie française. Macron profite de la constitution de la Ve République, c'est un président monarque, et avec un seul historien, il compte refaire l'histoire de la France et de l'Algérie. Alors il est bien évident que tout ça ne convient pas aux rapatriés. Nous avons mené une campagne de presse pour dénoncer, notamment dans Valeurs Actuelles, nous avons publié une 39e annonce, qui est parue aussi dans Pieds Noirs d'hier et d'aujourd'hui, dans l'Écho de l'Oranie, aux Échos d'Alger, dans Lecture française, pour dénoncer cette politique à sens unique du chef de l'État. Chef de l'État qui déclarait le 14 février 2017, ça je l'ai bien retenu à Alger, oui. Parce que ça pèse dans les choix que l'on fait quand on veut reprendre un candidat ou pas à la présidence de la République. La colonisation est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie. Il le prononce bien évidemment pas à Paris, mais à Alger. Est-ce que Benjamin Stora dit le contraire ? Non, en tant qu'historien, il n'a aucune preuve, aucun élément à présenter. Et notamment dans ses recommandations, Benjamin Stora demande d'élever un monument
en France en l'honneur d'Abdelkader. Mais en tant qu'historien, on est très surpris car la France a déjà mis une plaque à Amboise en mémoire du passage d'Abdelkader. Et d'autre part, dans la ville natale de Abdelkader, à Mascara, en Algérie, en 1949, la France a élevé un mémorial de 10 mètres de haut en souvenir de l'amitié que portait Abdelkader à la France, qui déclarait... Abdelkader déclarait au maire d'Amboise en 1852 « Nous devons nous regarder aujourd'hui comme Français par l'amitié et l'affection qu'on nous témoigne ». Emmanuel Macron a annoncé enfin qu'il présiderait personnellement la cérémonie en hommage au harkis du 25 septembre prochain. Est-ce une bonne nouvelle ou vous attendez de sa part à une autre manœuvre, une autre démarche On sera, je vous le rappelle, quand même à 6, 7, 8 mois de l'élection présidentielle. Macron fait exactement ce qu'ont fait Sarkozy et Hollande. Il attend le dernier moment. Il va probablement faire une petite déclaration qui sera favorable aux harkis le 25 septembre. Mais ce n'est pas ça que demandent les harkis, comme les rapatriés. Ils demandent une véritable loi de reconnaissance et de réparation des crimes qui ont été commis par le général de Gaulle à leur égard. Et il faut que cette loi soit votée avant le 25 septembre. Et c'est la campagne que nous engageons avec nos amis auprès du gouvernement, faire voter cette loi avant le 25 septembre. Et nos amis vont encore se mobiliser en 2022, comme ils se sont mobilisés pour toutes les élections précédentes et de cela depuis des décennies et des décennies. Est-ce qu'on peut faire encore bouger les lignes ? Alors, pour faire bouger les lignes, on poursuit notre campagne de 2020 sur la vérité sur le général de Gaulle. Ensuite, en 2021, cette année, nous rendons hommage au travers de la révolte des généraux à tous ceux qui ont défendu l'Algérie française. Et en 2022, nous avons prévu une campagne qui va s'appeler, tenez Martial, je vous présente la plaquette de cette campagne, qui va sortir prochainement là, au mois de mai, et qui consiste à valoriser, faire connaître le patrimoine des Français rapatriés, qui est extrêmement important. Le patrimoine colonial, le patrimoine du Maroc, de la Tunisie, en France ici, est très important, que ce soit des monuments, des statues, des lieux de mémoire, des musées. Et nous allons faire connaître tout ce patrimoine aux Français de métropole, car en fait, toutes les familles françaises sont directement concernées par la colonisation, par 4 siècles de colonisation. Depuis le départ des premiers bateaux vers le Canada dans les années 1640, il y a eu plus de 10 millions de Français qui sont expatriés. Donc tout ceci représente un véritable patrimoine et notre objectif est de faire connaître et valoriser ce patrimoine, les films, les livres, les acteurs. Comment on s'associe à cette campagne intitulée 2022 Année des Français rapatriés? Comment chaque citoyen, chaque Français rapatrié peut s'associer à cette campagne? C'est très facile, il suffit de nous contacter et de participer au recensement déjà. La première étape est le recensement dans chaque ville des monuments. Il y a, par exemple, on en a parlé, à Oran, le monument aux morts d'Oran a été rapatrié à Lyon parce que la ville de Lyon était jumelée avec la ville d'Oran. Le monument aux morts de Philippeville a été rapatrié à Bordeaux parce que le monument aux morts parce que la ville de Bordeaux était jumelée avec la ville de Philippeville, etc. Il y a 200 villes d'Algérie ont été jumelées avec des villes de métropole. Les Français rapatriés souhaiteraient qu'un monument national rappelle le sacrifice des plus de 300 000 Français d'outre-mer morts pour la France lors de la conquête coloniale, les guerres de 70, 14, 18, 39, 45, l'Indochine et en AFN. Ce projet a-t-il une chance enfin d'aboutir ? Oui, alors le monument aux morts d'Alger, qui est une œuvre magistrale du grand sculpteur Paul Landowski, est un des rares monuments qui n'a pas été ramené, quand ils n'ont pas été détruits, et qui est toujours à Alger, sur le forum d'Alger. Il a été simplement chapé par les Algériens, mais il est tout à fait rapatriable, et nous demandons au gouvernement français, à l'occasion de 2022, de rapatrier ce monument historique à Paris, car c'est le symbole du sacrifice de tous ces Français d'Algérie et d'outre-mer
pour la France. Allez, dernier point, les activités des Français rapatriés et amis. Dans les associations du collectif Vérité et Justice pour les Français rapatriés figure l'association des amis du général Raoul Salan. Louis Condé, vous êtes membre actif de son conseil d'administration. Pouvez-vous nous présenter votre association et ses objectifs ? Elle a été créée il y a déjà une quinzaine d'années par Bernard Zeller, le fils cadet du général Zeller. Et puis actuellement, c'est Hervé Pignel-Dupont qui en est le président et il fait un excellent travail. Et puis moi, je suis également le délégué pour Vichy et la région de Vichy, tout simplement parce que le général Salan est enterré au cimetière de Vichy et que depuis sa mort en 1984, il y a chaque année une grande manifestation d'hommage au général Salan dans le cimetière de Vichy. Et donc cette année, c'est déjà prévu, ça sera le samedi 12 juin. Samedi 12 juin. Tout proche de l'anniversaire de la naissance du général Salan qui est né un 10 juin. Parfait, 12 juin. Date est retenue et pendant que vous évoquiez ces dates et ce collectif, eh bien Bernard était parti dans ses archives pour nous présenter, comme il le fait à chaque Au Forum, eh bien que les Français rapatriés disposent d'une grande presse de qualité qui est souvent méconnue, une presse qui va être le premier des relais de votre campagne, d'ailleurs 2022, année des Français rapatriés. Allez, Bernard. Alors nous avons effectivement une presse de très grande qualité, Pied Noir d'hier et d'aujourd'hui, qu'on a déjà présenté, mais il y a aussi Aux Échos d'Alger, qui est une revue qui touche tous les Français de la région de l'Algérois. Pour les Oranais, il y a l'Écho de l'Oranie. Toutes ces revues participent à la campagne 2022, année des Français rapatriés, et participent à la campagne pour demander à M. Macron de s'expliquer et de se justifier sur ses propos criminels, disant que l'Algérie, que la France a commis un crime contre l'humanité dans ses colonies. Il y a aussi évidemment des associations comme les Amis de Raoul Salan, mais Secours de France, bref, des revues amies comme Lecture française. Nous sommes en fait un véritable bloc méconnu et nous allons essayer par cette campagne de faire connaître tous ces amis qui vont participer à la campagne de valorisation du patrimoine des Français d'Afrique du Nord. Il y a des dizaines, je le vois grâce à vous, des dizaines de bulletins associatifs imprimés ou maintenant numériques, électroniques, comme celui d'Archido Dordogne, par exemple, que vous m'avez montré dernièrement, qui est quasiment quotidien. Voilà, il y a vraiment un foisonnement encore. Il y a effectivement... C'est pas quelque chose qui s'éteint. C'est pas quelque chose qui s'éteint, c'est quelque chose qui est très dynamique, mais qui n'est pas... qui est totalement censuré au niveau des médias officiels. Et heureusement qu'il y a TV Liberté auquel... J'allais dire, nous sommes extrêmement heureux de l'expansion de TV Liberté. Ça sert à cela, dire tout ce que les autres taisent. Toutes les équipes, là. Quel qu'en soit le prix, comme dirait l'autre. Je vais vous montrer cette brochure 2022, année des Français rapatriés. J'ai bien compris qu'elle paraîtrait dans le courant du mois. Est-ce qu'on peut se la procurer ou est-ce qu'on peut se la procurer, s'il vous plaît, Bernard Colle? Répondez. Alors, évidemment, auprès des 62 associations du collectif Vérité et Justice pour les Français rapatriés, et notamment auprès de Jeunes Pieds Noirs, dont l'adresse apparaît à l'écran maintenant. Merci beaucoup Bernard, merci d'avoir préparé cette émission pour moi et avec moi. Merci Louis de Condé, merci beaucoup pour votre présence. Continuez votre poésie, bon retour en Auvergne. Non, Merci. Ah non, c'est pas l'Auvergne. J'habite dans la province historique du Bourbonnais. Oui, je savais bien que vous alliez me dire ça. Il ne faut pas la confondre avec l'Auvergne. Voilà, c'était une petite provocation c'est ça, qui a bien fonctionné, qui a très bien fonctionné. Bien réussi. Bon retour dans le Bourbonnais. Merci Bien Martial. réussi. Merci beaucoup Martial. Merci de m'avoir invité. Et merci à Bernard qui a fait un travail absolument considérable pour préparer cette émission. Comme toujours. Merci à vous. De courage, pied noir, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Pied noir, c'est notre seul bagage. Pied noir, voilà notre fierté.